Bonsoir à tout le monde et merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu notre salle aussi remplie et je sais que c'est grâce à la qualité. C'est pas parce que nos autres intervenants n'étaient pas à la hauteur, mais on a une chance exceptionnelle d'avoir l'intervenant qu'on a ce soir. La dernière fois que j'ai introduit une conférence ici, on était juste en train de attendre la fin des portes de masque et des contrôles de passe. Et il y avait une petite espoir qu'on partait pour quelque chose un peu plus sereine. On arrive à un autre moment dans la société où on est face à une tragédie humaine très importante qui nous attriste tous. Mais ce soir, je pense que l'avantage, c'est que nous avons la chance d'avoir une intervenante qui peut apporter un éclairage sur les événements et l'histoire et la géopolitique qui est nécessaire en ce moment-là. Alain Juillet, commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre des Palmes académiques, chevalier de l'Ordre des arts et des lettres, diplômé MBA HEC et Stanford University, ancienne de l'Institut des hautes études de la défense nationale et de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Vous avez débuté votre carrière comme officier dans des unités parachutistes au service action du documentation extérieure et du contre-espionnage, le SDECE, qui est devenu la DGSE. Vous avez travaillé dans des groupes industriels français et étrangers comme Pernod Ricard, Andros, Marks Spencer, comme dirigeant avant d'être nommé directeur de renseignement à la DGSE, et puis haut responsable à l'intelligence économique auprès des premiers ministres Raffarin, De Villepin et Fillon. Vous avez ensuite été conseiller dans un cabinet d'affaires, président du club des directeurs de sécurité des entreprises, et vous avez enfin fondé et vous présidez aujourd'hui l'association de lutte contre le commerce illicite qui travaille avec l'OCDE et avec les douanes françaises. Vous êtes auteur, conférencier, chargé de cours en gestion de crise, de stratégie, d'intelligence économique dans différentes écoles et l'université françaises et étrangères. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut franco-américain pour apporter votre éclairage sur les enjeux de la politique étrangère américaine au moment où l'administration Biden doit faire face à l'invasion russe en Ukraine. Dans un deuxième temps, nous ouvrirons la séance pour un échange avec l'audience et je suis certaine qu'il y aura beaucoup de questions à poser. Je voudrais aussi remercier Gildas Levoguer, directeur du département de l'anglais, l'Université de Rennes 2 et fidèle administrateur de l'Institut, de mener ce débat ce soir. Avant de commencer, je voudrais rappeler à tout le monde ce soir de ne pas oublier de rallumer vos téléphones portables à la fin de la conférence, qui sera enregistrée ce soir et bientôt disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut. Donc, sur ça, je vous souhaite tous une soirée très intéressante et je vous remercie encore, Alain Juillet, pour votre disponibilité d'échanger avec notre audience ce soir. Bonne soirée. Merci Madame la Présidente. Et donc lorsqu'on a invité Monsieur Alain Juillet, et donc nous sommes ravis de l'avoir parmi nous ce soir, l'invasion russe, comme le disait Madame la Présidente, n'avait pas encore eu lieu. Donc évidemment, l'orientation qu'aurait pris la conférence aurait été légèrement différente et il est probable que l'on aurait commencé, puisque l'objectif c'est de parler avant tout de la politique étrangère américaine, on aurait certainement évoqué dans un premier temps le dossier chinois avec la politique qui avait déjà été engagée par le président Obama, donc cette politique de pivot. Mais on y reviendra dans un deuxième temps. On va donc essayer d'échanger pendant 30-40 minutes avant de vous céder la parole, avec 4 peut-être petits objets qui vont nous préoccuper. Le premier, ça va être le renseignement.
Le deuxième, ça va être les orientations donc, de cette politique étrangère américaine, même si tout ça, bien entendu, va se croiser. Le troisième, nous nous intéresserons donc disons, aux aspects de cette guerre qui est une guerre hybride, donc la propagande, la communication. Et enfin, dans un quatrième temps, on essaiera d'évoquer brièvement la question chinoise. Et donc, ma première question va porter sur le renseignement, puisque M. Alain Juillet a une grande expérience en matière de renseignement. Ma question porte sur ce que nous présentons ici dans les médias français comme étant une invasion russe. Or, les Russes présentent cela comme étant une opération spéciale. Et donc, par définition, une opération spéciale, si je ne me trompe, c'est une opération de renseignement, enfin en tout cas conduite par un service action renseignement. Oui, d'abord, bonjour à tous, ou bonsoir à tous, je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant. Ce qui est sûr aujourd'hui, si vous voulez, c'est que nous sommes... D'abord, il ne faut pas oublier, pour bien comprendre tout ce qui se passe, c'est que nous sommes en France, que la France fait partie de l'Europe, de la partie occidentale, de l'Union européenne, et que cette Union européenne est très liée et on peut dire subit actuellement, parce que c'est bien ce qui se passe, une influence américaine extrêmement forte. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça veut dire qu'au niveau des médias, de la médiatisation de toute cette affaire, il est clair que nous n'avons qu'une partie de la vérité. Ça, c'est indiscutable. Ça ne veut pas dire que l'autre côté vous dit la vérité. C'est pas mieux. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que c'est la première fois c'est la première fois en Europe que ça se passe. Parce qu'on a eu la guerre effectivement dans les Balkans, où l'OTAN avait démontré une capacité de propagande extraordinaire avec un personnage qui s'appelait Jimmy Hoshi, qui était celui qui commentait la guerre tous les jours au siège de l'OTAN à Bruxelles, et qui avait vraiment manipulé l'Europe entière, mais c'était remarquablement bien fait. Mais en face, il n'avait pas d'opposition. Et ce qui est très intéressant ce coup-ci, c'est que c'est tout à fait différent, parce que des deux côtés, on a des gens et des organisations qui nous font de la propagande pour... Et donc, à nous, c'est toute la difficulté des services de renseignement, c'est comme ça que je réponds à votre question. Toute la difficulté des services de renseignement, c'est de savoir, dans tout ce qu'on entend et tout ce qu'on repère, de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et c'est pas facile du tout. Alors, à cela s'ajoute, dans le cas précis actuel, c'est que on voit que les Américains, indiscutablement, depuis le mois de décembre, on y reviendra, mais si vous voulez, depuis le mois de décembre, ont annoncé, attention, les Russes veulent envahir l'Ukraine. Donc, leur service de renseignement avait fait, dans le fond, une bonne analyse. De ce côté-là, c'est vrai. Mais comme ils nous ont menti pour la guerre en Irak, ils nous ont menti pour la guerre des Balkans, ils nous ont menti à chaque fois, ils nous ont raconté des histoires, les Européens, à part les Anglais, les Européens et les Polonais, bien sûr, mais en dehors de ces deux pays qui sont ouvertement pro-américains, tous les autres ne croyaient plus dans les informations des services de renseignement américains, puisqu'on savait qu'ils nous disaient toujours ce que le président des États-Unis voulait qu'on entende. Donc, ce n'était pas la vérité. Et donc, on n'a pas cru. On n'a pas cru et on s'est trompé, indiscutablement, parce que, comme vous l'avez pu le voir, le président Poutine a décidé de faire cette action. Et elle n'a pas été décidée spontanément en 2 jours. C'est bien évident que pendant des semaines, ils l'ont préparée. Pendant des mois, ils l'ont préparée. Et il faut bien reconnaître que nous ne l'avons pas vu, pas interprété, pas vu de la bonne manière. C'est clair. Pour quelle raison? Parce qu'effectivement, on a parlé d'hystérisation du renseignement américain. Oui. Est-ce que je veux bien admettre effectivement que les renseignements américains nous ont baladés à une certaine époque, mais est-ce que les renseignements français, le renseignement français n'avait pas ses propres sources, ou bien alors est-ce qu'on est si pauvre en sources ou incapable d'analyser la situation Alors, le problème, je vais prendre une référence un peu, enfin, pour ceux qui connaissent un peu les problèmes de psychologie, comme me suivront, c'est un problème de biais cognitif. On apprend ça dans les facultés, dans l'université. Le biais cognitif, vous savez, c'est le fait que chacun, par notre culture, notre environnement, notre histoire, on a une tendance toujours à interpréter dans un certain sens.
Et ça, c'est classique, hein, partout dans le monde entier. C'est comme ça, et avec un certain nombre de paramètres qui influencent ces biais cognitifs. Et là, c'est certain que dans cette affaire, il y a eu un certain nombre de biais cognitifs qui même nous faisaient, et là j'en fais partie, puisque moi j'ai dit que je ne croyais pas du tout à l'invasion, entre autres, mais quand je dis ça, je me sens à l'aise. Si j'étais tout seul, je vous dirais, ben, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, mais c'est pas du tout le cas, parce que quand je vois Hubert Védrine, que je considère comme probablement en tout cas un de ceux qui a été un des meilleurs ministres des Affaires étrangères français depuis très longtemps, qui a lui aussi dit ça n'arrivera pas. Hélène Carrère-Dancos, l'académicienne, qui est en France une des personnes qui connaît mieux la Russie et de loin, pareil, personne ne croyait qu'il lancerait cette fameuse opération spéciale. Et là, on voit qu'il y a un problème, et c'est peut-être là-dessus, si vous voulez, c'est que même quand vous avez des signaux faibles qui s'inscrivent partout, on ne voulait pas y croire parce qu'on n'avait pas compris, et c'est là le deuxième phénomène, c'est qu'en définitive, les Américains l'avaient poussé à la faute. Et ça, c'est très important. Et ce n'est pas la première fois. Si vous avez suivi ce qui a été fait, vous avez vu que le président Biden a dit, au mois, pas en novembre, décembre, en février, en janvier, il a dit, de toute manière, nous n'irons pas perdre un GI en Ukraine. On ne se battra pas pour l'Ukraine. Et tout de suite après, d'ailleurs, les Anglais, qui me sont disais sont une caisse de résonance américaine, ont dit la même chose. En disant non, nous on ne se battra jamais pour l'Ukraine. Alors, ça m'a rappelé, si vous voulez, mais j'aurais dû y penser, parce que justement, ça m'a rappelé à l'Irak, quand l'ambassadrice américaine auprès de Saddam Hussein a dit à Saddam Hussein, qui lui disait, vous savez, le Koweït est insupportable, il nous crée plein de problèmes, hein, on devrait l'envahir. Et elle a répondu, mais ça c'est votre problème, nous ça ne nous intéresse pas. Et le lendemain, Saddam Hussein a lancé la guerre, on a vu, la guerre de conquête du Koweït. Hein. Donc il avait eu, pour Saddam Hussein, il l'a très bien expliqué, Tarek Aziz, son ministre des Affaires étrangères, avait très très bien expliqué, il a dit, nous, une fois que l'ambassadrice a dit ça, on a considéré qu'on avait l'autorisation américaine, donc on y a été de bon cœur. Et puis une fois qu'ils étaient dans le piège, après, par contre, ça a été, au contraire, il faut les détruire. Et là, on est un peu dans le même phénomène, si vous voulez. On a dit, non, vous pouvez y aller, nous, on n'ira pas. Et puis après, on s'étonne que les autres y viennent. On s'étonne pourquoi ? Parce qu'il faut reprendre l'histoire. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, puis on n'a pas le temps, mais juste en quelques mots, parce qu'il faut bien opposer les choses de tous les côtés pour essayer de voir à peu près un chemin crédible. Bon, il ne faut pas oublier, l'Ukraine, si vous voyez la carte de l'Ukraine, c'est un pays qui en réalité a été séparé en deux jusqu'à peu près, jusqu'à la chute de l'Empire austro-hongrois. Il y avait la partie que vous voyez, la partie avec Lviv, enfin la partie qui va vers les Européens, si vous voulez. Hein. Cette partie-là était de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire qu'elle était allemande, il ne faut pas l'oublier, autrichienne plus exactement, et l'autre partie, c'était l'Empire russe. La séparation a toujours été sur le Dniepr. Le Dniepr, c'est la rivière qui va du nord au sud, et dont on ne sait pas en général que ce n'est pas une rivière comme la Vilaine ici. Hein. Le Dniepr, ça fait entre 200 mètres et 1 km de large. C'est-à-dire que c'est un véritable obstacle naturel. Et c'est pour ça que c'était la séparation de ces fêtes-là. Et c'est tout le problème actuel, parce qu'on vous parle du Donbass, on vous parle de tout ça, mais en réalité, la partie russophone, elle va jusqu'au Dniepr, et la partie austro-hongroise, elle est de l'autre côté. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la Russie a mis la main à la chute de l'Empire austro-hongrois. Hein, donc après la Première Guerre mondiale, la Russie a mis la main sur tout l'ensemble de l'Ukraine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, quand ils ont remonté, ils ont décidé d'attaquer. Ils étaient d'abord partenaires avec les Russes, il ne faut jamais l'oublier parce qu'on a tendance à ne plus s'en souvenir. Et en 1942, quand Hitler a décidé l'opération Barbarossa, envahir la Russie, ils sont passés par l'Ukraine. Partout, les Kharkov et tout ça, ce dont on en parle aujourd'hui, c'est des lieux de bataille célèbres pour ceux qui connaissent la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la clé de ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment. Vous avez la partie qui était anciennement austro-hongroise. Elle a accueilli les Allemands en libérateurs.
Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'elle a vu, elle n'était pas du tout pro-soviétique, cette partie-là. Hein, elle avait été rattachée donc, avec la guerre. Et donc, ils ont trouvé très bien. Et ils ont supporté les Allemands, à tel point qu'il y a eu des divisions allemandes, militaires allemandes, d'Ukrainiens. Hein, je ne sais pas si vous savez ça, mais la fameuse Das Reich, vous savez, celle qui a fait brûler les gens à Radour-sur-Glane, là, elle était composée à 90% d'Ukrainiens et à 10% d'Alsaciens en relais de force. C'est la fameuse Das Reich. Et on retrouve l'insigne de la Das Reich sur les brassards du bataillon Azov, dont tout le monde parle. C'est pour ça qu'il y a une confusion quand on parle des... Alors bien sûr, les Russes, ils en remettent à plaisir. On est dans la propagande, hein. C'est clair. Mais quand ils parlent effectivement des nazis, ce qu'on ne comprend pas, nous, ici, parce qu'on est à des années-lumière de tout ça, c'est que les Russes, pour eux, ils savent que la partie Est, si vous voulez, hein, cette partie-là a été pro-allemande, et alors que l'autre partie, ils sont transformés en partisans, ils ont fait de la guérilla pro-russe. Hein, il y a un bouquin formidable qui s'appelle Les partisans d'Ukraine de Fedorov qui raconte ça. Et tout le monde est d'accord, pour tous les militaires qui étudient l'histoire, vous diront que c'est grâce à ces partisans qui ont cassé les lignes de ravitaillement allemandes que les Allemands ont été battus à Stalingrad. Parce qu'ils n'avaient pas le contrôle des lignes d'approvisionnement qui venaient d'Allemagne et qui passaient par cette partie. Donc la partie russophone se sent profondément russe et l'autre partie, pas du tout. Et après la guerre, Staline, évidemment, qui n'avait pas digéré ce qui s'était passé, il a envoyé tous ceux qui avaient été pro-allemands casser les cailloux dans les goulags. Et c'est Khrouchtchev, quand il a joué aux cartes à la Crimée pendant une soirée un peu arrosée, avec le gouverneur d'Ukraine, c'est à ce moment-là que Khrouchtchev a aussi fait revenir les gens qui avaient été envoyés, qui étaient au goulag et qui cassaient les cailloux pour avoir été pro-allemands. Donc vous voyez, alors, pour ça que quand aujourd'hui on nous parle, on ne parle pas de toute l'histoire. Et pourtant, si vous oubliez ça, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Je vais revenir après ce long détour donc historique et utile. Je vais revenir à... Je m'en excuse, mais c'est parce que je pense que c'est important de comprendre comment ça se passe. Je vais revenir au départ, au début de votre argumentation, à propos donc de l'autorisation, le fait qu'éventuellement les Occidentaux et en particulier les Américains auraient poussé les Russes à la faute. Alors, on parlait de renseignement, continuons sur le renseignement. Les Russes n'étaient pas sans savoir que, par exemple, les services de renseignement américains, la CIA, entraînaient des Ukrainiens, y compris sur le sol américain. Donc, et sur le sol ukrainien. Voilà. Donc les Russes, il n'y avait pas besoin de les pousser à la faute. Ils savaient ce qui se passait. Ah oui, mais je veux dire par là que, si vous voulez, on croyait tous que Poutine n'aurait pas le culot de faire la guerre, parce que c'est quand même grave de faire une guerre. Hein. Mais on ne pensait pas qu'il allait faire la guerre parce qu'on se disait quand même, bon, il y aura d'autres moyens de négociation et autres pour arriver à trouver une solution. Ce qui s'est passé en définitive, c'est que l'OTAN, et là on le voit, on le sait maintenant, parce que là ça a été confirmé grâce à cette guerre, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une négation de tous les Occidentaux, ou presque, sur le fait qu'il y avait un engagement pris par les Occidentaux avec Gorbatchev à la chute de l'Union soviétique pour ne pas pour laisser les pays limitrophes de la Russie neutres, de manière à ce qu'il y ait un espèce de glacis entre l'OTAN et le reste. Or, on s'aperçoit que dès 1998, et puis ensuite en 2002, puis après, il y a eu une expansion de l'OTAN vers le nord. Et donc, oui, et ils le savaient très bien. Donc les Russes, ils l'ont contrôlé. Et ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont dit arrêtez, ça suffit. Donc et depuis 2004, ils nous disent, tous les 2 ans ou presque, il faut que vous arrêtiez de progresser, c'est pas possible. Et ils nous ont dit, pas oublier, pour la Géorgie, ils ont dit la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie, en aucun cas on acceptera que vous y veniez. Alors la Géorgie, on a essayé, et puis ils ont envahi la Géorgie, et c'est le président Sarkozy qui a arrêté la guerre. Ça, il faut lui reconnaître ce mérite. C'est lui qui a été négocié et qui a stoppé tout. Et en ce qui concerne l'Ukraine, ils nous ont dit à chaque fois attention, attention. Et puis, malgré tout, on a continué effectivement à entraîner les troupes, à faire beaucoup de choses.
Et à un point où là, c'est là où à quel moment ça bascule, où visiblement ils ont considéré que c'est inacceptable. Ouais, alors l'engagement effectivement vis-à-vis des Russes avait été pris par James Baker, Oui. mais il s'agissait d'un engagement oral. Et lui-même, quand il Exact. est retourné, quand il est Fait. retourné à Washington, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles par le président Bush, le Oui. premier. Et donc, il n'y a jamais eu vraiment de texte écrit sur cette question. Donc, Oui, mais attendez, avec deux choses quand même, attention. On a retrouvé récemment, là, il est sorti des textes de l'OTAN, déclassifiés de l'OTAN, qui disent bien que dans la discussion, le problème a été abordé. oui, tout à fait. Il y en a Roland Dumas aussi, qui a fait une interview très intéressante en disant « j'y étais » et voilà ce qu'on a dit. Ouais. Alors Donc, le dernier livre qui est apparu aux États-Unis sur le sujet est signé de Elise Saroti, et qui s'appelle justement Not One Inch. Elle reprend l'argument de James Baker et elle développe ça sur à peu près 400 pages. Donc c'est une affaire extrêmement compliquée. Mais ma question c'est que dire aux Polonais, que dire aux Pays-Baltes qui après tout aussi avaient légitimement toute la thèse, par exemple, d'un néo-réaliste comme John Mearsheimer, c'est de dire les Occidentaux, et en particulier les Américains, ont fait 3 erreurs. La première, c'est de pousser les Pays-Baltes et la Pologne, à les séduire avec la possibilité d'entrer dans l'Union européenne. 2, les séduire en essayant de les faire entrer dans l'OTAN. Et puis 3, soi-disant, en essayant donc de manigancer en 2014 un Maïdan. Mais les peuples eux-mêmes ont il y a une marche de l'histoire. Il y a les Polonais, comment peut-on leur reprocher de vouloir se rapprocher dans l'Occident après avoir tant souffert justement de la présence russe pendant des décennies? Tout à fait, on est bien d'accord, mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est quand même un principe et une valeur fondamentale. Mais ceci étant, il y a une différence entre dire vous faites partie de l'Union européenne, ce qui veut dire, selon les traités européens, ce qui veut dire si vous êtes attaqué, tous les pays d'Europe vous défendront. Et autre chose, c'est de dire vous êtes dans l'OTAN, qui se révèle ici un élément, une organisation agressive faite uniquement pour contrôler la Russie. Donc, si vous voulez, c'est parce que l'OTAN a joué dans cette affaire. Alors, pourquoi il faut voir aussi les choses. L'OTAN, au départ, c'est pas du tout l'OTAN telle qu'elle est aujourd'hui. C'est là encore, c'est les Européens. À chaque fois, c'est les Européens qui sont coupables, pour moi. C'est pas les Américains. À part le fait qu'ils n'ont pas respecté un accord verbal. Mais moi, je suis du centre de la France. Dans mon pays, quand on achète une vache, on tape la main et on ne rediscute plus. Savoir taper la main, ça suffit. On n'a pas besoin de signer. Un engagement moral, c'est un engagement. Et c'est ça qu'on a oublié dans cette affaire. Alors le caractère agressif de l'OTAN, est-ce qu'on va le retrouver par exemple avec cette carte qui porte donc sur la présence d'une base de missiles défensifs et non pas offensifs en Pologne? Ah mais attendez, il faut s'entendre sur le défensif et l'offensif, parce que avec les missiles c'est très compliqué, le défensif et l'offensif, parce que quand vous prenez un missile qui est quand vous avez une base de missiles à 200, 300, 400 km de chez vous, il faut 2 ou 3 minutes pour que le missile vous arrive sur la figure. Donc vous ne pouvez pas être tranquille. Quand vous vous dites, à côté, à 4 minutes, j'ai un gars qui peut appuyer sur le bouton et qui va me détruire une ville avec une charge nucléaire. Il faut bien le voir. C'est valable dans tous les sens. Souvenez-vous des Américains et Cuba. Bon, c'était la même chose. Alors, Cuba. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Mexique qui vient de refuser d'appliquer les sanctions. Mais vous me direz, on en reparlera parce que ça, c'est très intéressant. Brésil, le Mexique qui dit « moi je ne veux pas appliquer les sanctions », les Américains sont furieux parce qu'ils disent « mais si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Or, vous êtes à la frontière. » Et bien là, c'est la même chose. Alors, justement, à propos de Cuba, au moment de la crise de Cuba, on l'a su après, les historiens nous l'ont appris, mais effectivement, les Américains disposaient eux-mêmes de bases de missiles en Turquie, oui. Et en Italie, je crois. Oui. Et une partie de la négociation a porté sur ça, mais négociation secrète. Donc, est-ce que là, dans les semaines qui ont précédé le conflit,
est-ce que par hasard, enfin c'est difficile à savoir évidemment, mais est-ce que les Américains dans leurs négociations ont été très durs et donc n'ont rien mis sur la table? Par exemple, la base polonaise, là, on imagine bien que si les Américains avaient mis ça sur la table, on vous en débarrasse. Alors je crois que moi non, je pense que alors en ce qui concerne la Pologne, les Russes ont fait une croix sur la Pologne. Alors pourquoi, hein? Parce qu'on peut se demander pourquoi les Polonais sont. Mais c'est très simple. Après Varsovie, capitale de la Pologne, la deuxième ville de la Pologne en population, c'est Chicago. Il y a plus d'habitants polonais à Chicago qu'il n'y en a à Cracovie, qui est la deuxième ville de Pologne. Alors rendez-vous compte des liens que ça peut créer entre les Polonais et les Américains. Il y a des liens extraordinaires. C'est le pays le plus proche, mais de loin, hein, de tous les pays européens. C'est le plus, à part l'Angleterre, c'est le plus proche. Et l'Irlande, mais enfin c'est à part, c'est les îles. Hein. Mais pour le continent, la Pologne, c'est... Alors, ils seront toujours du côté américain. On l'a vu dès qu'ils sont rentrés chez nous, d'ailleurs. Dès qu'ils sont rentrés dans l'Europe, si vous vous en souvenez, le président Chirac avait pris une colère épouvantable. On leur a dit, formidable, vous venez avec nous, on va vous donner un gros budget pour que vous puissiez développer votre pays et le mettre au niveau de l'Europe. Et ils ont acheté des armes américaines. Ça a été... Et Chirac avait poussé des hurlements en disant, c'est inadmissible, on donne de l'argent européen, ils achètent des armes américaines. Et à l'époque, là je parle, c'est pas révéler un secret des services de renseignement, mais tout le monde lui a dit, mais président, monsieur le président, mais vous savez bien que vous ne pouvez pas leur faire confiance, ils ne sont pas européens. Ils ne seront jamais européens. Ils sont pro-américains, et d'autant plus que comme ils ont souffert, parce que ça, il ne faut pas l'oublier dans tout ça, hein, c'est que dans tous ces pays anciennement soviétiques, ce sont des gens qui ont souffert pendant plus de 40 ans une occupation épouvantable. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'était pas le paradis. Hein. Ça n'a rien à voir. Et donc, ils ne veulent pas que ça recommence. Et ils ont très peur. Ils ont peur de la puissance russe. Et ils fantasment sur la puissance russe. Parce que quand on voit la Russie et son budget, il faut être sérieux quand même. Hein la Russie, c'est quoi? C'est 1,5 fois le budget français militaire. Hein. C'est 12 fois moins que le budget américain. Vous pensez sérieusement qu'un pays qui a un investissement militaire 12 fois inférieur à l'autre peut lui déclarer la guerre et dire je vais le battre? Mais attendez, il faut être sérieux. Petit budget, grosse casse, hein, comme on le voit aujourd'hui à Mariupol. Oui, c'est bien pour ça qu'on dit que c'est une erreur stratégique. Voilà. Alors, restons un instant sur les États-Unis. Ça nous fait une petite transition avec la politique étrangère américaine. Donc, on voit bien, il y a un enjeu intérieur, effectivement, les Polonais, la présence de Polonais à Chicago en particulier. Ouais. Il y a aussi une présence ukrainienne également aux États-Unis, moindre, certes. Et il y a des échéances électorales, surtout à l'horizon de novembre 2022, les élections de mi-mandat. Oui. Donc, de quelle manière ça peut infléchir un petit peu le jugement des uns et des autres? Alors, je corrigerai. Plutôt que des Ukrainiens aux États-Unis, moi je parlerai des investissements américains en Ukraine. Parce que si vous avez lu récemment les dernières choses, ce qui est sorti en particulier, il y en a un, c'est pas du tout une polémique. Moi je vous dis, j'essaie d'être le plus froid possible. Mais il est certain que le fils Biden, Hunter Biden, est très impliqué dans ce qui s'est passé en Ukraine sur le plan financier. Et ça, c'est d'ailleurs, mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça va jouer justement au niveau des midterms. À la prochaine élection, on voit bien aujourd'hui que les axes d'attaque, si vous voulez, de l'opposition, donc les républicains contre les démocrates, les axes d'attaque vont être justement de dire, mais une fois de plus, vous vous trompez d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas les Russes, c'est les Chinois. Et on voit bien, si vous intéressez tant à l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas par intérêt personnel? C'est ça, vous allez voir l'attaque qui va se passer. C'est ça qui va être la campagne. Et on le voit bien, les déclarations du président Trump ces derniers temps, on voit bien que c'est là-dessus qu'ils sont en train de s'orienter. Et or, aujourd'hui, tous les sondages indiquent que les républicains vont reprendre la majorité au Congrès. Et je pense honnêtement, malgré le fait qu'il y a la guerre et que traditionnellement, quand un pays est en guerre, le président est élu ou réélu, hein, pas élu et réélu, parce que c'est là, partout dans tous les coins du monde, quand un pays est en guerre, on se mobilise autour de la présidence, c'est classique, donc c'est pour ça que certains sont toujours tentés de faire la guerre pour justement en profiter pour passer.
Mais malgré ça, si vous voulez, on voit bien que derrière, il y a aujourd'hui aux États-Unis, alors là on arrive au cœur un peu du thème d'aujourd'hui, hein, le problème de l'Amérique en définitive, c'est qu'ils sont tiraillés entre la doctrine de Monroe, c'est-à-dire le repli sur l'Amérique, et dont Trump est le défenseur absolu. Mais derrière Trump, la majorité des républicains. Hein. La doctrine de Monroe, c'est de dire, on se replie, pourquoi ? Parce que nous sommes autosuffisants. Or, ils sont devenus autosuffisants grâce au gaz de schiste, hein, et au pétrole. Ils sont devenus autosuffisants il y a peu de temps. Hein. Donc maintenant, ils le sont. Et du coup, ils disent, mais dans le fond, pourquoi on va s'ennuyer ? Alors, parce qu'ils sont autosuffisants en gaz et en pétrole, eh bien, ils ont lâché le Moyen-Orient, ils sont en train de lâcher le Moyen-Orient. Les accords d'Abrams, c'est pour sécuriser le Moyen-Orient en permettant à Israël d'être en paix, parce que le seul problème qu'ils ont au Moyen-Orient, c'est protéger Israël, ça c'est clair. Hein, bon. Et pour protéger Israël, ils ont signé des accords d'Abraham, ce qui font que une bonne partie des pays du Moyen-Orient, hein, maintenant, sont d'accord pour dire, allez, on va créer la paix. Il manque l'Iran, où là c'est un autre problème. Et encore, ils ont failli y arriver avec l'Iran. Hein. Mais mine de rien, ils sont contournés sur l'Iran, ils sont contournés par les Saoudiens qui sont en train de négocier directement avec les Iraniens. Et on va avoir la paix dans cette zone-là. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt pétrolier américain et des Occidentaux. Par contre, eux, ils en ont désespérément besoin, les autres. Hein. Nous, on a besoin du gaz les Européens, du gaz qatari, on a besoin du pétrole irakien, et ainsi de suite. Donc, nous, on va continuer à s'intéresser à cette zone, mais les Américains s'en détachent. Parce que les Américains, n'oublions pas, dans le cadre de la doctrine de Monroe, leur seul problème, c'est la Chine, parce qu'ils disent que la Chine est un concurrent qui est en train de nous passer sur le plan économique. Et la vraie question avec la Chine, on en parlera tout à l'heure, hein, mais on peut en alléger un petit peu, hein, la vraie question avec la Chine, ça va être de dire à quel moment, enfin du moins pour les Américains, est-ce qu'on les laisse faire et ils deviennent la première puissance mondiale, ou est-ce qu'à un moment donné, on fait la guerre pour les arrêter ? C'est le piège de Thucydide pour ceux qui connaissent l'histoire, et on est en plein dedans. Et les prévisions, c'est entre 2027 et 2035. Alors après, c'est trop tard. Voilà, restons sur la Chine, puisque vous avez évoqué la Chine. Alors on est parti sur... Ah ben, c'est pas grave. Donc, on pourra revenir en des questions. La Chine, donc, quel est l'intérêt des Américains aujourd'hui de s'investir en Europe, puisque leur orientation principale, c'était celle engagée par le président Obama, celle du pivot vers cet espace asiatique. Donc là, on comprend plus très bien. Mais vous avez raison, parce que c'est ça aussi. Tout à l'heure, je vous disais, sur les Russes, on ne pensait pas qu'ils allaient faire la guerre, mais sur les Américains non plus. On a été surpris du raisonnement américain qui est aujourd'hui des néoconservateurs américains, des néoconservateurs démocrates américains et du président Biden, parce que la logique, c'était pas ça. La logique, c'était effectivement, et là on est bien d'accord, c'était de dire, comme on ne peut pas faire la guerre à une puissance comme la Russie, puissance nucléaire, et à une puissance nucléaire comme la Chine. Non pas parce qu'on ne gagnera pas, mais qu'en faisant deux guerres à la fois, ça crée des pertes considérables. Donc on ne peut pas se permettre dans les guerres modernes d'avoir trop de pertes. Donc, comme on ne peut pas, il faut donc on fera la guerre, nous, Américains, avec les Chinois. Donc il faut que les Européens contiennent, c'est le containment, hein, contiennent les Russes. Donc il faut que l'OTAN soit fort. Et le problème, et on l'a vu avec Trump d'ailleurs, ce qui était dans la ligne d'Obama, comme vous l'avez rappelé, hein, Trump avait dit, nous, ce que je veux, c'est que tout le monde investisse 2%. De 2% en investissement militaire, parce que nous en avons assez de payer, nous, les Américains, pour l'OTAN en Europe. Il faut que l'OTAN se soit payée par les Européens. Ça, c'était la doctrine. Et la grande surprise qu'on a aujourd'hui, alors ils ont réussi leur coup, parce que de ce côté-là, grâce à la guerre en Ukraine, l'OTAN est de nouveau totalement soudée. Hein. Et on ne parle plus, il faut bien le dire, les élucubrations françaises de défense européenne, entre Européens et tout ça c'est fini, hein, c'est balayé. Hein. Il y a l'OTAN, et maintenant il est très clair pour tout le monde, c'est l'OTAN qui fera la défense. Mais le problème, c'est que là où ça a dépassé le maître, si je peux dire, c'est que l'OTAN, aujourd'hui, obéit exclusivement aux Américains,
Et là, ça ne va plus du tout. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, nous sommes vassalisés. Si vous voulez. L'OTAN est vassalisé. Et c'est là où ça tousse. Alors, si vous regardez, les Allemands et les Français, actuellement, tout en étant dans l'OTAN et tout en étant totalement impliqués dans ce qui se passe avec l'Ukraine, sont en train de renacler sérieusement en disant « mais ça on ne peut pas continuer comme ça ». Donc, il y a des grandes manœuvres qui se préparent. Hein. L'histoire n'est pas finie. Et les Américains, eux, quand ils disent qu'ils ne veulent pas aller sur l'Ukraine, c'est parce qu'ils ont aussi bien compris, il faut le dire, hein, ils ont aussi bien compris que s'ils vont en Ukraine, c'est la guerre, on est bien d'accord. Alors, Biden a dit une chose terrible, il a dit « on fournira des armes aux Ukrainiens jusqu'au dernier, pour qu'ils se battent jusqu'au dernier ». C'est quand même terrible, c'est-à-dire qu'on vous fournit des armes pour vous faire tuer, mais nous, on n'y va pas. Un peu discutable. Hein, mais ça se comprend. Parce qu'il y a une chose qu'il faut bien voir aujourd'hui, et on l'a vu, parce qu'il y a eu une démonstration par les Russes récemment, c'est qu'ils ont maintenant des missiles hypersoniques que nous ne savons ni détecter, ni arrêter au niveau occidental. Ni les Américains, ni nous, ni personne. On ne sait pas les identifier, on ne sait pas les arrêter. Et les Russes les ont testés. C'est une démonstration volontaire. Hein. Ils ne sont pas fous. Hein. Ils ont fait un tir sur 2 sites qui sont des bases OTAN, en Ukraine. Il y avait 2 bases dans lesquelles les forces spéciales américaines entraînaient les combattants ukrainiens. Hein, la première, c'est à Jytomyr. Et la deuxième était près de la frontière avec la Pologne. Et qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Ils ont envoyé des missiles hypersoniques sur ces 2 sites. Personne ne les a vus, ils sont arrivés, ça a été un carnage. Et ça fait réfléchir tout le monde, parce que la démonstration, les Russes nous ont dit comme ça, si on vous l'envoie sur un porte-avions, il n'y a plus de porte-avions. Et ça n'amuse personne. Donc ça a bien rappelé que c'est une guerre dans laquelle, si on va trop loin, ça peut être dramatique pour tout le monde. Parce que imaginez une seconde, un porte-avions américain détruit par un missile hypersonique avec la charge nécessaire pour ça. Je ne préfère pas y penser. Avec 3 ou 4 000 morts à bord, c'est une horreur absolue pour l'Amérique, mais pour nous aussi. Imaginez si on nous flingue le nôtre, hein, c'est pareil. Hein. Donc on voit qu'il y a un rapport de force qui ne permet pas de gagner, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont des missiles hypersoniques que les Russes peuvent gagner contre les Américains. Ça, c'est hors de question. Ils n'en ont pas assez. Hein. Mais ils peuvent créer des pertes importantes. Or, nous ne sommes pas, aujourd'hui, nos pays ne sont pas prêts à supporter des pertes importantes. On voit bien, pour 50 soldats français morts courageusement en Afrique, hein, regardez l'impact que ça a en France. Imaginez si au lieu de 50, on était à 5000. Alors, on est parti de la Chine là, oui, pour revenir à l'Ukraine. Donc, je reviens à la Chine. Alors, et vous avez mentionné donc cette expression, le piège de Thucydide, oui. qui a fait d'ailleurs, c'est le titre d'un livre assez récent, enfin 2-3 ans, de Graham Allison. Oui, absolument. Voilà, donc est-ce que vous pourriez un petit peu nous explier ce fameux piège de Thucydide, et dans quelle mesure il intéresse donc la politique étrangère américaine? C'est très... Oui, alors, si vous voulez, le piège de Thucydide, c'est quand vous avez en face de vous un ennemi qui monte en puissance, progressivement, même s'il est plus petit que vous. Il arrive un moment où vous vous dites, si on le laisse faire, il va être plus fort que moi. Et à ce moment-là, je ne suis plus le chef parce que l'autre, il peut me détruire. Donc la question, c'est, entre le moment où on constate la montée en puissance d'une armée et le moment, ou d'un pays, hein, et le moment où il va devenir carrément leader, il y a une période. Et dans cette période-là, la tentation, si vous voulez, de celui qui est le leader, c'est d'écraser celui qui monte, en disant « je ne vais pas le laisser prendre ma place, donc je l'attaque ». Alors aujourd'hui, le piège du Thucydide, si vous voulez, avec les Chinois ont un investissement militaire d'en gros de 210 milliards de dollars, quand les Américains sont à 760. Donc, si vous voulez, ils sont loin derrière. Oui, mais il faut déjà, il y a une chose, il faut savoir, là, c'est des ratios militaires, mais quand vous êtes en offensif, il faut être 6 fois plus puissant
que celui que vous attaquez pour gagner. Mais quand vous êtes en défensif, vous pouvez être 3 fois moins fort. Et vous en sortez. Donc aujourd'hui, les Chinois ont atteint le niveau défensif. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se défendre contre une attaque américaine de manière très efficace. Ce qui veut dire qu'en face, ils vont peut-être gagner. C'est ce qu'a dit l'état-major américain a dit il y a 6 mois. Ils ont fait une étude qu'ils ont publiée d'ailleurs, parce qu'ils sont là de ce côté-là. Ce qu'il y a de bien en Amérique, c'est que les gens ne se cachent pas. Et ils ont dit pour le moment, on gagnerait, mais on gagnerait avec des pertes lourdes. La question avait été posée par Trump, elle a été reposée par notre président actuel, enfin l'équipe du président actuel. Et ils ont confirmé qu'il y aurait des pertes très lourdes. Donc, on peut y aller, mais il faut quand même réfléchir. En gros, c'est ça. Hein. À cause des conséquences, il faut bien réfléchir. Le problème, c'est que les Américains continuent à investir, bien sûr, mais les Chinois aussi. Et les Chinois, comme vous savez, se développent sur le plan économique de plus en plus. Donc, au fur et à mesure, les Américains perdent le contrôle de beaucoup de choses. Regardez un exemple tout bête. Le spatial. On nous parle de SpaceX, hein, d'Elon Musk, qui est formidable. Bon, il fait des trucs extraordinaires. On nous dit, ça y est, Ariane, et ça, par contre, ça, c'est sûr. Ariane a pris un grand coup sur la tête parce que on attend toujours l'Ariane 6, mais pendant ce temps-là, les lancements, c'est SpaceX qui les fait. OK. Mais personne ne dit que l'année dernière, le plus grand nombre de lancements a été fait par les Chinois. Personne n'en parle. Et que les Chinois, ils ont réussi 2 trucs que les autres n'ont pas encore réussi, en particulier de poser sur la face cachée de la Lune, ce qui est sur le plan technique extrêmement complexe parce qu'il n'y a pas de liaison, hein, il n'y a pas de liaison directe. Bon. Donc on voit bien, alors les Américains, par exemple, aujourd'hui, ils ont donné instruction, le président Biden, et c'est Biden qui a donné instruction, de mettre les bouchées doubles sur le spatial pour reprendre l'avantage. Parce qu'ils se rendent compte que ça commence à devenir inquiétant. Alors, je vous parlais du spatial, mais on pourrait parler de tous les domaines, si vous voulez. On pourrait parler du domaine électronique, on pourrait parler des puces, les fameuses puces. Hein, les fameuses puces. Vous savez, quand il y a eu l'affaire Huawei, par exemple, l'Amérique a dit on veut pas de Huawei, et bien on interdit les exportations de puces très sophistiquées sur la Chine, et avec raison, parce que c'est comme ça pour garder le contrôle de la situation. Mais on s'aperçoit que Huawei, même qui est en difficulté, hein, parce que du coup ça lui met un grand coup sur la tête, mais Huawei investit, écoutez bien le chiffre, 12% de son chiffre d'affaires en recherche. C'est le record absolu dans le monde. Donc vous faites leur confiance, dans les 5 ans, ils vont faire des puces. Mais les fameuses puces, justement, là, ils auraient une petite puce un peu dans la chaussure avec Taïwan, qui est gros producteur de... Absolument, absolument. Alors, les puces, les grands producteurs de puces, c'est Taïwan. Hein. Bon, Taïwan, pour les Chinois, c'est la Chine. Pour les Américains, pas du tout. Alors, là aussi, il y a beaucoup de propagande là-dedans, parce que on nous dit les Chinois vont attaquer Taïwan. Les Chinois font des démonstrations de force, ça c'est sûr, autour de Taïwan, mais ils n'ont aucune... Alors là, enfin, je peux me tromper, après tout, je me suis trompé sur la Russie, mais ils n'ont aucune raison d'attaquer Taïwan pour une raison très simple. C'est que Taïwan va tomber tout seul. C'est simple. C'est une question de temps. Parce que Taïwan est une démocratie, et là on ne le voit pas, mais il y a 10 ans, dans les années en 2000, 2005, 2010, les dirigeants de Taïwan, ils étaient pro-chinois. Et puis après, ils ont été renversés. Il y a maintenant une présidente qui est pro-américaine. Mais selon le jeu de la démocratie, parce que Taïwan est une démocratie, hein, vous verrez qu'à un moment donné, il va y avoir des Chinois qui vont revenir. Et là, naturellement, il va se créer des liens beaucoup plus forts avec la Chine. D'autant plus qu'on ne le dit pas, mais c'est que les Taïwanais, les industriels taïwanais ont surinvesti pour mettre leurs usines en Chine, dans la région du Fujian, qui est juste de l'autre côté du détroit. Donc tout ça, c'est très compliqué, si vous voulez. Le modèle chinois est tout de même peu attractif pour les Taïwanais. Ah, mais ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais vous savez, s'ils leur laissent là une certaine liberté dans les affaires... Comme à Hong Kong. Ouais, mais oui, mais regardez Hong Kong. Bon, maintenant, ils ont serré la vis, hein, mais Hong Kong fonctionne toujours. Hein. Certes.
Oui, mais attendez, c'est pas le paradis sur Terre qu'était. Oui, on peut dire c'était bien, que c'était sympa. Hein. Mais maintenant, c'est vrai que c'est plus la même chose. Mais sur le plan des affaires, ça continue exactement comme avant. Hein. Mais tous les artistes, les intellectuels sont partis à Londres. Hein. Vous avez raison, mais il faut faire attention. Là, on rentre dans un problème de fond. C'est que nous jugeons le monde à travers nos critères. Nous pensons, depuis très longtemps, parce qu'on a dominé le monde, hein, la France a dominé le monde à l'époque de Louis XIV, les Anglais l'ont dominé au XIXe siècle, les Américains l'ont dominé au XXe siècle, on a la conviction que nos valeurs sont les valeurs de référence. Il faut bien comprendre que c'est en train de disparaître. Ça, c'est très important, parce que nous, on ne veut pas le voir. Et je vais vous dire, je citais tout à l'heure à mon ami, j'étais sur l'affaire ukrainienne. J'étais avec un de mes amis qui est sud-africain et qui m'a dit une phrase qui m'a frappé. Il m'a dit, parce que je lui disais, et puis, pour expliquer pourquoi il m'a dit ça, je lui ai dit, tu as vu la guerre en Ukraine quand même, hein, tu as vu les sanctions, on y va, hein, on y va. Et l'Afrique du Sud n'a pas pris les sanctions, n'a pas accepté les sanctions. Hein. Et il m'a dit, tu sais, c'est une guerre régionale de blancs. Ça se passe entre les blancs russes et les blancs européens et les blancs américains. Heureusement, le reste du monde n'est pas concerné. D'ailleurs, et c'est vrai, à part la Corée du Sud et le Japon, tous les autres grands pays ont refusé les sanctions américaines et européennes. Et ça, il faut faire très attention à ça. Parce que, moi, je l'ai dit à des amis américains, hein, des collègues, l'autre jour, on en discutait. Il faut faire très attention à ça, parce que, mine de rien, il est en train de se passer un découplage qu'on n'a pas connu depuis 300-400 ans. Les gens ne nous écoutent plus. Ils ne nous considèrent plus comme les patrons. Ça, c'est très, très grave. On ne s'en rend pas compte, mais c'est très, très grave. Quand vous avez l'Inde qui dit aux Russes, je vais vous acheter du pétrole, la semaine dernière, hein, donc c'est en pleine guerre, hein, je vous achète du pétrole et en roubles. Quand vous avez l'Arabie Saoudite qui dit à la Chine, je suis d'accord avec vous, on ne va plus acheter le pétrole, on ne vous vend plus du pétrole en dollars, vous allez l'acheter, on va le négocier en monnaie chinoise. Quand vous avez, et je peux vous citer comme ça, actuellement, il est en train de se passer tout un ensemble de choses très très complexes, mais qui va nous compliquer la vie. Le dollar était la monnaie de référence, hein, pour le monde entier. Hein. Depuis les accords de Bretton Woods, depuis 1945, on était basé sur... le dollar était la monnaie de référence. Donc c'était formidable, parce qu'on avait une monnaie unique. Il y avait un accord tacite pour que toutes les énergies soient payées avec cette monnaie-là, entre autres. Hein. Et c'est vrai que ça rendait bien service aux États-Unis parce que l'inflation, le déficit américain était financé par le reste du monde, hein, puisque c'est la monnaie de référence. Bon. Donc c'est un système qui a bien marché, hein, qui nous a permis de faire un développement fantastique. Hein. Mais à partir du moment où le dollar progressivement ne va plus être la monnaie de référence, c'est un problème énorme pour les États-Unis, parce que ça veut dire que le déficit, nous on parle toujours du déficit en France, eux ils n'en parlent jamais aux États-Unis, puisque ce n'est pas eux qui le payent. Mais le jour où on va leur dire il faut le payer, ça devient un cauchemar. Hein. Alors on n'est pas là, hein, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans. Mais on est rentré dans un processus extrêmement inquiétant. Et je vois, on parlait de Stanford tout à l'heure, mes amis à Stanford, on sortit récemment une étude là-dessus, justement, en disant attention, il faut qu'on prenne des mesures pour protéger le dollar de cette dérive qui pourrait être catastrophique pour nous. Alors, il y a une première tentative qui avait été faite il y a une dizaine d'années par les pays, les BRICS, hein, justement, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud. Il y avait eu cette première tentative avec une banque spéciale, une banque un peu comme le FMI, mais qui avait été faite spécialement avec les monnaies de ces pays-là. Mais ça n'avait pas marché. Là, c'est par contre une dérive beaucoup plus inquiétante. Donc oui, on assiste, en définitive, et on revient toujours à la même chose, on est dans un moment dans lequel on sent que tout est en train de bouger, mais dans tout ce qui va bouger, on ne veut pas croire. D'un côté, on ne veut pas croire que ça va arriver, parce que ça nous amène à remettre en cause tous nos modèles.
Et d'un autre côté, il va falloir qu'on revoie ces modèles, parce que sinon, on va se faire avoir. Alors, Donc il y a tout un processus. à propos du paiement, je crois que c'est aujourd'hui même ou hier que la Russie a fait la proposition de payer certaines factures en roubles. L'Union européenne devait donner une réponse. Je ne sais pas quelle va être la nature de la réponse. Mais donc, dans cette recomposition du monde, on entend fréquemment là, le terme de guerre froide. Mais est-ce que c'est pas autre chose? Parce que la guerre froide, c'était une organisation du monde bipolaire. Après donc la guerre froide, on a eu un moment unipolaire, comme le disait le journaliste Krauthammer. Aujourd'hui, c'est plutôt le basculement vers un monde véritablement multipolaire, si je vous entends bien. Oui, et je crois que on peut le dire sans risque de se tromper, c'est la fin de la mondialisation. C'est ça surtout. C'est la fin de la mondialisation. On est aujourd'hui en train de rentrer dans un système multipolaire, je suis d'accord avec vous, où chacun veut faire sa politique, a plus ou moins les moyens de le faire, et à partir de ce moment-là, refuse qu'on lui impose de l'extérieur quelque chose. Regardez, c'est l'histoire des sanctions. L'Europe, vous vous rendez compte, l'Amérique et l'Europe décident de sanctions contre un pays agresseur, et les autres pays du monde disent, non, mais il n'est pas question qu'on prenne parti ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, et vous voyez Blinken, le patron du département d'État, qui file en Inde et qui dit, il va vite en Inde, il leur dit, vous savez, il faut absolument nous appuyer. Les Indiens disent, il n'en est pas question. Il va en Chine, Yiping leur dit, attendez, vous êtes gentils, mais nous, on est pour la paix. Donc vous êtes des va-t-en-guerre, ben vous l'avez bien mérité. Le Bolsonaro, alors Dieu sait si Bolsonaro est souvent critiqué, mais enfin pour le moment il est encore président là-bas, et qui dit, et il y a son chef d'état-major qui dit, les Américains ont raison, il licencie le chef d'état-major, en disant, mais non, l'intérêt du Brésil, c'est d'être neutre. Donc on est dans ça bouge, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. C'est sûr que dans le mode de fonctionnement brésilien, on retrouve un peu un tropisme russe ou chinois. Vous avez raison. Bon, je vois que l'heure tourne, ça fait 55 minutes là, qu'on avait promis de parler pendant 45 minutes maximum et de donner la parole donc à la salle. On ne va pas tarder à le faire. Peut-être juste une dernière question. On a eu l'occasion il y a 3 jours de parler de tout ça. Et vous me disiez, il faut essayer de se renseigner intelligemment et trouver de l'information. Alors comment on fait avec, par exemple, tous les organes de presse légèrement indépendants russes qui ferment, comme par exemple Novaya Gazeta, pas plus tard qu'hier. Comment on fait pour avoir une information à peu près neutre en ce qui concerne donc ce conflit en Ukraine et le point de vue russe? Alors ça devient très difficile parce qu'effectivement, à partir du moment où les États se mettent à utiliser les moyens de communication comme arme de guerre, dans cette guerre hybride que est menée aujourd'hui, dans cette guerre hybride, quand vous avez... Donc on dit, tout ce qui pourrait ne pas donner la doxa officielle, il faut l'éliminer, ça pose de vrais problèmes. Alors, comment on peut faire? Il y a la nouveauté, si vous voulez. Alors, il y a une nouveauté quand même, parce que maintenant, ça marche à fond. C'est le fait que dans des guerres comme celle de l'Ukraine, par exemple, nous avons la chance d'avoir des satellites. Alors là, tout le monde a des satellites qui sont en permanence au-dessus de l'Ukraine. Ça, pas de problème. Ça, l'Ukraine est photographiée au mètre près en permanence par tout le monde. Donc, on sait très précis. Les services de renseignement savent très précisément la situation réelle, qui n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Je précise tout de suite, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. C'est pas parce que chacun a intérêt à dire, moi je suis formidable, et les autres sont nuls. C'est de bonne guerre. Il ne faut pas non plus. Mais c'est le cas de le dire. Oui, c'est de bonne guerre. Donc on a aujourd'hui. Mais quand, permettez-moi juste de vous interrompre, quand par exemple, parce que j'ai eu un échange ce week-end avec quelqu'un qui se dit informé et qui me dit par exemple Kiev n'est pas bombardé. Donc ce week-end. Et le journal Le Monde du dimanche fait une page entière sur les bombardements dans la périphérie de Kiev. Qui croire? Ça c'est autre chose. Ça c'est croire. Mais attendez, il faut s'entendre il faut s'entendre. Quand Le Monde vous dit Kiev est bombardé, sachant qu'ils ont au moins un correspondant sur place, un envoyé spécial. Oui, il faut se méfier.
Bon, mais pourquoi? Par exemple, mais je vous dis, Kiev, par exemple, on vous dit Kiev est bombardée. C'est faux. Il n'y a pas de bombardement sur la ville de Kiev. C'est comme si vous êtes à Paris. Hein, si vous êtes à Paris, sur la ville de Paris, il n'y aurait pas de bombardement. Alors par contre, on vous dit, ah oui, mais il y a eu un bombardement même pas sur la Seine-Saint-Denis, plus loin. Hein. Par exemple, encore plus loin, plus loin qu'Aubervilliers, oui, ça, voilà. Hein. Donc c'est pas grave, ça bon, relativise. Non, c'est pas ça. Mais quand les gens vous disent ils ont bombardé Kiev, non. Il faut dire ils ont bombardé les faubourgs de Kiev. Et alors là, on va sur une autre chose. C'est quelle est la stratégie russe? Parce que c'est ça. Et là, personne n'en parle. La stratégie russe, ils l'ont mise au point. Ça, on peut aimer ou pas aimer, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, ils ont fait ça en Tchétchénie, mais surtout après en Syrie. Quelle est la technique russe? Elle n'est pas idiote. Hein. Les Russes savent très bien que la guerre en ville, tous les militaires du monde le savent, hein, la guerre en ville, c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'on a des pertes d'hommes considérables dans la guerre en ville, parce qu'un simple sniper planqué derrière une fenêtre peut tuer des quantités de soldats qui avancent dans la rue. C'est pour ça qu'ils ont envoyé des Tchétchènes se faire tuer. Ça, c'est autre chose. Hein, il y a autre chose derrière. Hein. Donc, comment ont fait les Russes? Ils ont mis au point une technique qui est la suivante. On cerne la ville, on la ferme, on l'affame, si vous voulez, et on crée la peur. Alors, comment on crée la peur? On fait des bombardements sur des sites militaires, sur des sites civils emblématiques, ça, c'est pas de doute, hein. Ils le font à chaque fois. Bon, on les voit bien faire, c'est toujours la même chose. Et puis, après, une fois que tout le monde a peur dans la ville et sentent qu'ils sont cernés, puis qu'on n'a plus de ravitaillement, que les choses sont difficiles, il n'y a plus d'électricité, enfin, tout va mal, à ce moment-là, ils disent, on ouvre des couloirs humanitaires. Et ils disent à la population, partez. Les civils, partez. Et ceux qui veulent rester, ceux-là, on leur fera la peau. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est la technique russe. Maintenant, on la connaît très bien. Et entre parenthèses, les Kurdes et les Américains à Mossoul ont fait exactement la même chose parce qu'ils ont appris les Russes. Hein. On a appris tous. C'est une technique nouvelle. Les couloirs humanitaires, personne n'avait jamais pensé à faire des couloirs humanitaires officiellement dans une stratégie militaire. Et c'est très astucieux parce que ça fait partir les gens. À tel point qu'à Mariupol, par exemple, puisqu'on parlait des Tchétchènes, hein, qui sont des sinistres, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, à Mariupol, tout le monde savait qu'ils voulaient prendre Mariupol. C'est clair, il y a une vieille... Parce que pourquoi? Il faut le savoir. C'est qu'en 2014, quand il y a eu la sécession des républiques du Donbass, l'autonomie des républiques du Donbass, Mariupol fait partie du Donbass. Et l'Ukraine a envoyé le bataillon Azov qui a repris Mariupol. Et donc, ils ont repris cette partie-là du Donbass. Donc, pour les Russes, il était évident qu'il fallait reprendre Mariupol, qui fait partie du Donbass. Ça, c'était une évidence. Bon. Alors, et en plus, ils réglaient les comptes avec le fameux bataillon Azov. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Mariupol? C'est très intéressant. Ils ont fait pareil. Ils ont encerclé. Après, ils ont commencé à faire des tirs sur la banlieue. Donc, on est toujours d'accord. Hein. Si vous dites ils ont tiré autour, je vous dis oui. Si on dit ils ont tiré dedans, non, sauf, comme je vous l'ai dit, quelques objectifs militaires et malheureusement aussi des objectifs civils. Vous avez vu que c'est scandaleux d'ailleurs. Ils ont tiré sur un abri où il y avait un théâtre, où il y avait des pauvres gens. Il y a eu 2 ou 3 trucs. Bon, c'est moins qu'on peut dire, c'est que c'est pas acceptable. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont ouvert les corridors humanitaires. Et ils ont dit à la population, vous pouvez partir. Très intéressant de voir qu'il y a une partie de la population a fui, mais une partie n'a pas pu fuir. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le général Gomard, hein, ancien patron de la direction du renseignement militaire, qui a dit hier à la télévision, qui a dit ce qu'il faut savoir, ce sont les milices ukrainiennes qui ont tiré sur les civils pour les empêcher de partir. Parce qu'on utilise les civils comme bouclier humain contre les troupes russes. C'est pas moi qui le dis, hein, je vous cite mes sources. Gomard, patron du renseignement militaire français. Donc, si vous voulez... Alors, ce qui est terrible dans cette affaire-là, c'est que derrière, et là, c'est la mauvaise foi, on est bien d'accord, c'est de la mauvaise foi aussi, hein, les Russes vous disent, bon, on a proposé que les civils s'en aillent. À partir du moment où on a ouvert des couloirs humanitaires et que les civils sont censés être partis,
Après, on n'a plus aucune justification pour faire des efforts. On tire sur tout ce qui bouge. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à Mariupol. Ils ont coupé Mariupol en deux. Et là aussi, il y a des discussions à avoir. C'est que Mariupol n'est pas détruit à 100%. C'est pas vrai. Hein, il y a un journaliste américain qui a fait un reportage il y a 2 jours là-dessus en disant c'est faux. Ils ont coupé la ville en deux. Alors oui, la zone où s'est réfugié le bataillon Azov, qui est une zone industrielle avec une usine au centre, alors là, ils sont en train de la détruire totalement. Et ce qui est horrible, mais le chef tchétchène, c'est Kadyrov, hein, qui est venu en personne pour commander l'assaut, a dit il n'y aura pas un survivant du bataillon Azov. C'est clair. Ils ont refusé de se rendre. Ils seront éliminés. Donc c'est vraiment un règlement de compte à la slave. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est effrayant. C'est pour ça que j'aurais du mal à qualifier l'opération d'astucieuse. Mais on va céder la parole à l'auditoire. Oui, attendez, non, mais quand je dis astucieuse, moi, oui, vous avez raison, mais il faut s'entendre sur les mots, vous avez raison. Non, ne croyez pas. Non, ce que je dis sur le plan militaire, moi j'essaie de vous expliquer les techniques militaires des Russes. Hein, je ne sais pas justement s'ils sont très astucieux. Enfin bon. Sur le plan militaire, vous savez, l'astuce sur le plan militaire, c'est d'essayer d'éviter les pertes chez soi, hein, et en créer le maximum chez les autres. Hein. Oui. Malheureusement, mais c'est comme ça. C'est la guerre. Hein. La guerre, c'est malheureusement pas quelque chose de bien agréable, c'est même affreux. Et il faut pas la souhaiter. C'est dramatique qu'en Europe, on soit avec une guerre dans un pays européen. C'est quand même lamentable. Bien, merci. On va donc faire circuler le micro. Hein, si vous souhaitez des éclaircissements, poser des questions, eh bien, la parole est ouverte pour au moins une quinzaine de minutes, voire plus. Madame. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur la position de tous les autres pays, hormis les pays de l'Europe et les pays occidentaux. Tous ces pays sont généralement pas des démocraties, un modèle politique autocratique où c'est ou des dictatures ou des pays qui sont hautement corrompus. Quand on parle du Brésil, de la Russie, de la Chine même, de tous ces pays d'Afrique, tout ça, c'est des pays qui sont hautement corrompus, qui ont été soutenus par la Russie, qui elle-même est très corrompue. Est-ce que et tous ces pays ont été finalement armés par les Occidentaux, vu que c'est nous qui avons accepté de faire du commerce avec ces pays sans regarder, sans être très regardants sur leur modèle politique. On les a armés en faisant du commerce avec eux. Aujourd'hui, ils ont la puissance monétaire, disons, financière, pour faire la guerre. Est-ce que c'est pas nous, finalement, qui avons causé notre perte, en quelque sorte? Parce qu'aujourd'hui, on a armé un pays comme l'Arabie Saoudite, qui, pendant les années 70, n'existait pas, ou d'autres pays d'ailleurs, en les acceptant, en leur montrant même comment faire du business. Aujourd'hui, ils se targuent d'avoir la puissance et d'avoir la position géopolitique pour aller faire du commerce avec les autres sans qu'on soit quand nous-mêmes on ait pris des précautions par rapport à ça. Par rapport au fait que ces gens-là vont répondre sur 2 aspects, vont revenir contre nous. Tout à fait. Je vais répondre sur 2 points. Le président Biden, qui est un négociateur qui a fait des négociations internationales depuis 50 ans, hein, il est politique, mais il a été dans le monde des négociations internationales depuis très longtemps. Et il y a 1 an et demi, on lui dit, tiens, vous avez vu, c'était un pays d'Amérique centrale. Il dit, vous avez vu le président, quand même, hein, il est pas clair, hein, donc on va dans votre sens. Et Biden a dit oui, mais il est avec nous. Vous voyez, ça c'est déjà... Si vous voulez, il faut là-dessus, il faut bien connaître. Si on voulait, moralement, hein, ça serait merveilleux, hein, mais on peut être rousseauiste, mais enfin, c'est pas très facile. Hein. Dans le monde, il y a à peu près 220 pays. En démocratie, comme on l'entend, il n'y en a pas une trentaine. Donc, est-ce que vous voulez rejeter tous les autres pays du monde sous prétexte qu'ils ne sont pas comme nous? C'est pas possible.
On est bien obligé, dans le cadre des échanges et autres, de travailler avec eux. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut les encourager. Ça, on est bien d'accord. Hein. Mais la France, par exemple, on ne peut pas dire que quand vous avez... Regardez ce qui se passe en Afrique, dans l'Afrique sahélienne. Hein. Il y a des pays qui sont démocratiques. Hein. Regardez le Niger, hein. Régulièrement, il y a un nouveau président qui est élu. Mais le Tchad à côté, bon, il a été renversé, il a été assassiné il y a 1 an. Mais Déby, ça faisait 20 ans qu'il était là, il tuait tous ses opposants. Et la France travaillait avec Déby avec enthousiasme en disant c'est les meilleurs soldats dans le coin, donc on a besoin d'eux pour faire la guerre. Vous voyez, donc il y a l'intérêt, si vous voulez, est obligé. Et souvent l'intérêt, on est obligé de l'ajouter. Alors sur la corruption, je voudrais quand même vous dire une chose qui est intéressante pour moi, c'est qu'en Europe, le pays le plus corrompu d'Europe, d'après Amnesty International et Transparency International, hein, c'est l'Ukraine. 28e pays sur 28. Depuis 10 ans, plus de 10 ans, quand ils ont demandé d'entrer dans l'Europe, hein, la réponse des Européens, ça a été « c'est pas possible pour le moment parce que vous ne remplissez aucun des critères, en étant totalement corrompu, vous ne remplissez aucun des critères ». Or, ça n'empêche pas aujourd'hui de voir, on est avec l'Ukraine et on a raison, parce qu'il faut les défendre contre une agression. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut faire très attention sur le plan de la corruption. La corruption, il y en a partout. La France n'est pas un modèle. Je peux vous dire que pour les étrangers, la France n'est pas un modèle. Hein. Bon, on est moins corrompu que c'est beaucoup. Hein. C'est pas l'Ukraine, hein, quand même, heureusement. Mais enfin, soyons raisonnables. Hein. Il faut toujours, quand on regarde les autres, il faut aussi se regarder soi-même. Hein. On n'est pas toujours si clair que ça. Il y a eu quelques scandales en France qui se sont passés, qui ne sont pas des modèles du genre et qui sont repris dans les pays étrangers comme des exemples de corruption. Et les Américains, en particulier, ne sont pas gênés pour dire qu'on était totalement corrompus. Je vous rappelle quand même que le président de la commission de la défense américaine, il y a 12, non plus que ça, maintenant, il va dans les années 2002-2003, on lui disait, mais enfin, comment ça se fait que la NSA écoute toutes les entreprises françaises et les politiques français? Et la réponse a été pour lutter contre la corruption. Ça veut tout dire. Alors vous me direz, c'est pas vrai, c'était pour nous piquer nos secrets d'entreprise. Peut-être, mais ils employaient l'argument de la corruption en premier. Mais il faut faire très attention parce que nous vivons dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons nos valeurs qu'il faut défendre, bien entendu, nous avons nos idées, nous avons notre histoire. On juge le reste du monde par rapport à notre histoire, mais on ne se rend pas compte que dans la plupart des cas, les gens qu'on a en face de nous ne nous comprennent pas. Ils ne sont pas comme nous. Si vous voulez, les valeurs universelles, ce sont les valeurs européennes et américaines. Ce ne sont pas les valeurs chinoises. Nous, pour vous dire une méchanceté, mais vous voyez, qui me vient comme ça, nous, on met les gens dans les EHPAD, hein, parce qu'on ne veut pas voir les gens mourir. On les met quand ils sont vieux, on les met dans les EHPAD, on paye pour les laisser mourir ailleurs. Hein. Pour un Chinois, abandonner ses parents en les mettant hors de chez eux jusqu'à leur mort, mais c'est la honte suprême, c'est perdre la face. Et ben, quand vous discutez avec eux, ils vont dire c'est vous qui manquez de valeur, regardez ce que vous faites à vos parents. Donc il faut faire très attention. Nous avons nos valeurs et il faut les affirmer. Attends, moi je suis pour les valeurs, je crois à la République, je me suis toujours battu pour mon pays, je ne vais pas vous dire que c'est mal, hein. J'en suis profondément convaincu. Mais ce que j'ai appris par contre avec le temps, c'est que d'autres ont de bons arguments aussi pour défendre leurs valeurs qui ne sont pas les miennes, mais qui après tout, dans leur culture et dans leur histoire, sont peut-être pas si mauvaises que ça. Les Italiens doivent être un petit peu chinois parce qu'il y a très peu d'EHPAD en Italie. Oui, et ça pourrait expliquer éventuellement pourquoi ils ont de bonnes relations avec les Chinois. Avec les Chinois, exactement. Ah ben ça, c'est sûr qu'ils ont de bonnes relations avec les Chinois, ça c'est sûr. Oui, mais si vous voulez, il faut regarder tout ça. Vous voyez, tout à l'heure, vous citiez, on citait le Brésil. C'est vrai que le Brésil, c'est un pays très particulier, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais regardez à côté l'Argentine. L'Argentine, il y a des changements depuis l'époque des généraux. Hein, il y a régulièrement, les gens sont élus de toutes les tendances, ils se relaient, ça change, comme d'ailleurs au Pérou et ailleurs, ou au Chili. Hein. Bon, c'est des régimes qui ne sont pas exactement comme les nôtres, mais c'est des régimes qui sont, c'est pas non plus des dictatures ou autres. Mais n'empêche que ça n'arrive, même si,
d'origine, ce sont des colons italiens et essentiellement qui ont peuplé, ou espagnols qui ont peuplé cette zone, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, leur état d'esprit est le même que celui de l'Italie ou de l'Espagne. C'est très différent. La culture change aussi avec l'environnement, avec la problématique et tout ce qui se passe. Autre question? Attendez, parce que pour l'enregistrement, il faut qu'on ait vous gardez le micro. Ah non, ils font passer le micro. Alors, le monsieur d'abord et après vous là-bas. Voilà, ouais. Ok. Oui, vous avez parlé du piège de Thucydide. Oui. Alors, effectivement, ça vaut pour les États-Unis et la Chine, mais est-ce que ça vaut pour les États-Unis et la Russie, étant donné que vous avez dit que le budget militaire de la Russie, c'est 12 fois moins que celui des États-Unis? Alors, c'est une première question. J'en ai une deuxième, tant que j'ai le micro. Vous dites que les États-Unis ont fourni un prétexte à la Russie pour envahir l'Ukraine, en armant l'Ukraine, en créant des bases OTAN, etc. Mais croyez-vous que la Russie avait besoin de ça? Ils ont saisi le prétexte. Poutine, est-ce que vous ne croyez pas que Poutine, il voulait tout simplement créer une grande Russie avec la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie? Alors, je crois que oui et non. Mais attends, il y a deux questions dans ce que vous avez posé. Oui. La première, excusez-moi, on peut revenir dessus une seconde? C'est le piège Oui, de le piège, Thucydide. pour ça. Donc, Le piège de Thucydide, si vous voulez, avec la Russie, ne joue pas. C'est évident. C'est pour ça aussi qu'on a tous été très surpris, si vous voulez. On s'est dit pourquoi, en définitive, pourquoi faut-il que l'OTAN continue à aller à grignoter, je dirais, tous les pays autour de la Russie? Pourquoi faut-il que l'OTAN aille pas? Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Que l'Ukraine soit neutre ou pas neutre, ça ne change rien au problème de l'OTAN par rapport à la Russie. Si ce n'est qu'on aurait des missiles à 300 km de Moscou, ou 400 km de Moscou, alors que de l'autre côté, il faut quand même, il y a la taille de la France, c'est un peu plus compliqué. Hein, donc, ça c'est le premier point. Donc, oui, il n'y avait pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, on peut se poser la question, c'est, en définitive, et moi, personnellement, c'est ma conviction, c'est que je pense que l'administration américaine, et l'État américain, si vous voulez, est débordé, et actuellement ça arrive régulièrement, est débordé par ces néoconservateurs. C'est-à-dire qu'on a c'est la doctrine Brzezinski. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de Clinton. La doctrine Brzezinski consiste à dire, de toute manière, il faut qu'on avance nos pions sans arrêt. Nous sommes les leaders du monde. Nous devons diriger le monde et donc il faut qu'on contrôle tout. En gros, c'est ça. Donc peu importe le motif, l'important c'est qu'on contrôle. Cette doctrine Brzezinski, qui était très intéressant ce qu'il disait, hein, là je m'excuse parce que je synthétise quelque peu. Hein, ouais, donc, juste pour préciser, Brzezinski, c'est l'ancien secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères. Enfin, en fait, non, il était National Security Advisor dans l'administration Carter. C'est Cyrus Vance qui était... voilà, c'est ça. Et après, ça a été le concepteur, le penseur. Et ne pas oublier qu'il est d'origine polonaise. Ah mais bien sûr, mais bien entendu. Mais comme il y avait Madeleine Albright, qui était la plus acharnée pour détruire la Russie, celle de tous les hommes et femmes politiques américains, celle la plus acharnée de toutes, c'était Madeleine Albright. Comme par hasard, elle venait de là-bas, elle venait de Pologne. Hein, il y a beaucoup de raisons personnelles dans tout ça. Mais c'est vrai que les néoconservateurs américains, eux, considèrent que l'OTAN, c'est un instrument de conquête. Alors que les Occidentaux, enfin les Européens, n'ont jamais vu l'OTAN comme un instrument de conquête. C'est ça la différence. Pour nous, c'était une organisation militaire qui nous permettait de faire face, à l'époque de la guerre froide, aux risques des soviétiques. Donc, c'était une... Bon, quand les Russes, enfin l'empire soviétique s'est effondré, à ce moment-là, on a vu effectivement, la logique aurait été de rediscuter tout et de dire on va remettre à plat la sécurité en Europe. Après tout, on aurait pu le faire. Hein, et ça ne s'est pas fait pour deux raisons. La première, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est que les Américains ont dit certes, on a promis verbalement qu'il y aurait pas, on ne dépasserait pas avec l'OTAN la réunification de l'Allemagne, parce que c'était ça. Hein,
On autorise l'Allemagne de l'Est à rentrer dans l'OTAN puisqu'elle se réunifie avec l'Allemagne de l'Ouest, mais en contrepartie. Mais bien entendu, on n'ira pas plus loin. Or, vous savez qu'en 3 tranches, après, on a vu l'expansion. Hein, on la voit ici, sur les cartes, c'est très clair. Dans cette espèce d'entraînement, si vous voulez, il y a eu un deuxième aspect après. C'est qu'on a eu, il ne faut pas l'oublier, Poutine en 2003, quand il a pris le pouvoir, Poutine a demandé de rentrer dans l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Il a dit, mais nous, maintenant qu'il n'y a plus la guerre entre la Russie, hein, qui n'est plus une grande puissance comme avant, hein, et les Européens, je veux rentrer dans l'Union européenne. Et malheureusement, je le pense vraiment, je pense qu'on a loupé le coche parce que c'était une opportunité. Et on l'a loupé. Pourquoi ? C'est parce que c'est Angela Merkel qui a refusé. Parce que comme elle avait vécu en Allemagne de l'Est et qu'évidemment, fille de pasteur, elle avait dû pas mal souffrir avec les gens d'Allemagne de l'Est, elle voulait pas entendre parler de la Russie avec les Européens. Et je voudrais vous dire à ça que le président Mitterrand, qui avait bien vu le coup venir, lui, il avait dit à l'époque, l'Allemagne réunifiée, si elle commence à devenir trop puissante, on connaît ses mauvaises tendances. Le seul moyen de la coincer, c'est que nous, les Français, on soit en lien avec les Russes pour la contenir. Hein, vous voyez ? Donc il y avait, et c'était la théorie de De Gaulle, hein, la théorie de De Gaulle, que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Donc on voit que les grands présidents français ont tous eu la même vision, si vous voulez, et qu'en définitive, cette vision-là, elle a été cassée. Et c'est dommage, parce que probablement, enfin à coup sûr même, on aurait évité tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est clair. Maintenant, on peut rêver aussi. Hein, alors ça, c'était le premier point. Sur le deuxième, vous me posiez la question, hein, si je me souviens, attendez, il faut que j'ai tellement de choses. C'était sur... Est-ce que les Américains ont poussé les Russes à oui, la voilà. faute ? Voilà. Alors, les Américains, je pense, si vous voulez, que quand ils ont... Les néoconservateurs américains, ce que je disais tout à l'heure, quand ils poussent l'administration américaine et qu'on implante, par exemple, qu'on met des forces spéciales pour former l'armée ukrainienne, on vous dit l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Enfin, quand même, l'OTAN est impliquée. Vous voyez ? Donc, je crois qu'on a fait un certain nombre de choses qui ont créé un vrai problème. Et nous sommes coupables. Alors, les Français, je vais vous dire, les Français et les Allemands, on est coupables parce que lors de l'affaire de la place Maïdan, vous savez, la place Maïdan, où il y a eu le renversement du président local, hein, alors qu'on avait la veille signé un accord, les Français, les Russes, les Allemands et les Ukrainiens. Hein. Bon, il y a eu renversement le lendemain, coup d'État, hein, et Porochenko, qui était le président élu, nommé plus exactement par ses copains, Porochenko a dit « J'interdis la pratique de la langue russophone, la langue russe ». Il faut le savoir. Donc, on venait de signer un accord en disant « Il faut que les provinces russophones pratiquent soient russophones et qu'on les protège avec leurs spécificités, hein, donc qu'elles soient autonomes. Hein. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est exactement le contraire. Et on leur a interdit donc de parler russe. C'est ce qui a poussé toutes les histoires. Hein. Ça a été le début de... Bon. Et depuis, c'est vrai que les Français et les Allemands, parce que c'était nous qui étions les garants, ce n'est pas les Américains, hein. C'était les Français et les Allemands qui étaient les garants avec les Russes de l'application des accords de Minsk, on n'est jamais intervenu sur les accords de Minsk. Et quand Zelensky a été élu, Zelensky a dit... Parce que les gens en avaient marre en Ukraine de tout ça. Et Zelensky a dit, avec moi, vous en faites pas, je vais faire la paix entre les russophones et les autres. On voit le résultat. Donc on a un problème, on n'a pas su, nous les Occidentaux, les Européens, on n'a pas su imposer, respecter un accord que nous avions signé. Et ça, là, on a une lourde responsabilité dans cette affaire. C'est pour ça que je vous dis, les Américains, oui, ils ont dit on n'ira pas, vous pouvez y aller, on n'attaquera pas, on fera rien. Mais il n'empêche qu'eux, ils étaient au cœur de l'Ukraine. Et d'un autre côté, nous, on a été incapables d'imposer des règles du jeu qu'on avait pourtant signées. Donc, si vous voulez, il y avait tout pour que ça pète. Ça, c'est vrai. Même si ça n'aurait pas dû se produire.
Oui, monsieur là-bas, il y avait quelqu'un là-bas. Oui. Merci pour le partage de votre analyse. Vous avez commencé votre conférence en parlant des médias et vous avez plus ou moins terminé la conférence en réévoquant la manière dont les médias évoquaient le sujet. Oui. Je crois que c'était Alain Bauer sur RMC, il n'y a pas longtemps, qui, face à une journaliste, certainement Apolline de Malherbe, qui lui posait la question justement de l'Ukraine. Et lui, pour en revenir à ce que vous évoquiez juste avant, à votre réponse de la question précédente, lui, pour Alain Bauer, il replace ce conflit en fait, dans une feuille de route et dans une logique totale, d'un côté de la pensée stratégique russe, et de l'autre sur la poursuite de la lecture du grand échiquier justement de Brzezinski. Est-ce que pour vous, pour revenir à la question qui a été posée juste avant, est-ce que pour vous, on est vraiment dans une logique totale, dans une feuille de route des deux côtés, ou est-ce qu'on est dans un conflit tel que présenté par les médias, dans un conflit où en quelque sorte il y aurait une hystérie collective? Alors, qu'il y ait une hystérie collective, oui. Mais elle n'est pas due aux gens, elle est due au fait aux médias qui racontent n'importe quoi, hein, et qui sont manipulés. Parce que sur les médias, il faut être honnête. C'est trop facile de tirer sur les journalistes, si vous voulez, en disant ils sont nuls, ils sont orientés. Alors Dieu sait si en France on aime bien ça, faire les procès de tout le monde. Bon. Dans la réalité, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pratiquement plus de vrais journalistes parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur métier. Le vrai journaliste aujourd'hui, c'est le correspondant de guerre qui va sur place et qui voit ce qui se passe. Si vous voulez, moi, il y en a une que t'entends, qui s'appelle Patricia Lémonière, que j'ai bien connue à une époque. Elle faisait tous les coups fourrés, tous les coins où il y avait des mauvais coups, on la voyait apparaître. Alors régulièrement, elle se prenait un éclat d'obus, un truc, bon, elle prenait plein de choses. Mais c'était une fille très gonflée, une femme remarquablement gonflée, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais quand elle parlait d'une guerre, c'est pas Bernard-Henri Lévy, elle y était, elle était au milieu. Hein? Elle ne se faisait pas photographier à Odessa avec des gardes du corps alors qu'il n'y a personne de l'ennemi dans un rayon de 100 km. Il faut arrêter faut arrêter le massacre. Bon, donc oui, les journaux, si vous voulez, aujourd'hui, comme ils n'ont plus les moyens ou qu'ils ne peuvent pas envoyer des gens, parce que ça coûte très cher et puis c'est risqué, et puis ça prend du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec les agences de presse. Donc aujourd'hui, tout le monde exploite les papiers des agences de presse. Or, si vous prenez l'agence Reuters américaine... Britannique? Hein? Britannique plutôt. Pardon, excusez-moi. Non, Reuters, Reuters, c'est britannique. Hein, vous prenez toutes les... Associated Press, voilà, pardon, excusez-moi. Associated Press, vous prenez Reuters, vous prenez l'AFP, vous prenez Novosti, les Russes, vous prenez Xinhua, les Chinois, tous, ils vous donnent des informations, mais toutes les informations sont orientées. Chacun interprète à sa manière. Il n'y en a pas un, vous pouvez vérifier, qui est réellement factuel. Donc, comment voulez-vous faire pour savoir la vérité? Il faut prendre tous les communiqués de tout le monde et les recroiser. Et ce qui est commun à tous, c'est probablement ça qui est la vérité. Vous voyez? Or, ce qu'on peut reprocher à nos journalistes, à certains de nos journalistes, même à beaucoup, c'est que comme ils ne connaissent pas le pays ou la géographie, qu'ils ne font pas le recoupement ou le croisement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'on leur dit tu me fais un papier, il me faut dans une demi-heure, 10 lignes ou 30 secondes sur ça. Le malheureux, il fait son truc, il n'a pas le temps de vérifier les informations, et le résultat, c'est qu'à ce moment-là, on leur fait dire des bêtises. Et comme les autres n'ont pas le temps de vérifier, s'il y en a un qui dit une bêtise, tout le monde le reprend. C'est l'effet de boule de neige, si vous voulez. Hein? Et on va se retrouver à la fin avec une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui est une belle histoire. Et ça, c'est tout le problème qu'on a. Oui. Alors, dans l'affaire Brzezinski, que disait Bauer, bon, sur Brzezinski, c'est sûr. Sur la Grande Russie, moi je suis, mais chacun peut penser ce qu'il veut, moi je suis beaucoup plus réservé sur la Grande Russie parce que je pense que c'est pas... Poutine, son problème, c'est la mentalité russe, c'est la mentalité de l'encerclement. Les Russes sont convaincus, mais tous autant qu'ils sont, hein, y compris les opposants, ils sont convaincus que la Russie est encerclée. Et ils ont une peur, c'est que la Russie disparaisse. Ça, c'est clair. Alors, de là dire, ils veulent la Grande Russie, non. Ils veulent la sécurité de la Russie. Alors là, je suis d'accord. Or, quand vous regardez la carte, vous voyez bien que l'Ukraine est au cœur
de la sécurité de la Russie, parce que c'est au milieu du dispositif. Si vous voulez, quand vous voyez les pays autour, on voit que l'Ukraine, c'est vraiment un coin qui rentre dans la Russie. Mais c'est un petit coin par rapport à la frontière. Oui, mais c'est un petit coin par rapport à la frontière russo-chinoise, ou sino-russe. Ah, mais je suis bien d'accord. Et ils pourraient s'inquiéter, les Russes, notamment de la présence chinoise près du fleuve Amour. Et qui dit Amour dit justement aussi les unions de plus en plus fréquentes entre femmes chinoises. Et voilà. Et donc, puis l'immigration chinoise en Sibérie. Hein. Mais oui, vous avez raison. Mais justement, le problème de toute cette histoire-là, si vous voulez, c'est que, consciemment ou inconsciemment, on pousse progressivement les Russes dans les bras des Chinois. Alors que quand vous discutez avec les Russes, vous apercevez qu'eux, ils ont peur des Chinois. Parce qu'il y a un truc on vient de le dire là, il y a un truc qui est terrible. Les Chinois ont très peu d'énergie. En Chine, c'est paradoxal, c'est un grand pays, mais il y a très peu d'énergie. Donc, l'énergie fossile. Hein. Bon. Donc, où ils peuvent trouver les énergies fossiles, c'est en Sibérie. Donc en Russie, mais au nord. Avec le réchauffement climatique, la Sibérie devient un pays épouvantable. Avant, il faisait très froid, mais en plus, maintenant, il y a les moustiques, il y a tous les trucs, c'est infernal. Hein. Il y a des émissions de gaz méthane avec le permafrost qui se réchauffe. Et tout. La Sibérie devient extrêmement dure à vivre. Donc les Russes ne veulent plus y vivre, parce qu'ils disent que c'est trop dur. Et les Chinois, eux, ils viennent et ils remplacent les Russes. On a de plus en plus de Chinois dans toute la partie sibérienne. Et une des grandes peurs des responsables russes, c'est qu'à un moment, il y ait trop de Chinois dans la partie Sibérie et qu'ils disent, puisqu'on est majoritaire, on veut l'autonomie de la Sibérie, et comme il y a toutes les ressources énergétiques, bah évidemment, ça sera pour la Chine. Donc les Russes, ils ont peur de ça, de perdre la Sibérie d'un côté, ils ont peur de la Chine. Et donc, c'est nous qui les poussons vers les Chinois, parce qu'eux, ils sont pas du tout pro-chinois. Hein. Ça, c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de moindre doute. Hein. Depuis ces dernières années, il me semble que Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés une trentaine de fois. Ah oui, mais bien sûr. Je ne pense pas que ce soit les Occidentaux qui les aient poussés à ces rencontres. Mais bon, l'heure tourne, il est bientôt 20h, donc peut-être une dernière, ultime question. Et puis ensuite, on mettra un terme à je voudrais quand même, oui, je vais répondre à votre question, mais là, quand même, il y a un point qui est important que vous venez de dire. Poutine et Jinping se voient régulièrement, c'est vrai. Puis, tout le temps, ils sont encore revus. Et la question qui se pose d'ailleurs, c'est de savoir pendant les Jeux Olympiques si Poutine a prévenu Jinping en lui disant « je vais attaquer l'Ukraine », parce que certains disent que Jinping aurait répondu « n'attaque pas avant la fin des Jeux Olympiques ». Donc ça, c'est pour ne pas créer de problème. Bon, c'est vrai qu'ils se voient, mais pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on a tout fait pour qu'ils se voient et qu'on ne les voit pas. À cause de la Crimée, on a viré Poutine du G7, on a viré Poutine de tout, hein. Toutes les organisations. Alors, quand vous jetez quelqu'un, ou bien il se met à pleurer dans son coin tout seul et triste, ou alors il cherche des alliances. Alors, je ne dis pas qu'on a mal fait. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a mal fait ou bien fait. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que comme nous avons coupé les ponts avec la Russie, il est évident que la Russie, elle a basculé de l'autre côté. Ça, c'est clair. Et je pense que là, c'est une grosse erreur. Alors là, on parlait d'erreur stratégique. Moi, je dis l'erreur stratégique de Poutine d'avoir attaqué l'Ukraine, c'est évident. Hein, mais il y a une erreur stratégique de Biden, c'est nous aurions, nous les Occidentaux, tout intérêt à être à peu près bien avec les Russes pour pouvoir s'intéresser aux Chinois. Parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. C'est ça qui est le problème. Alors, oui, j'avais une dernière question plutôt sous la forme d'une boutade et d'un petit exercice pour vous. Parce que ça fait 1h30 que vous êtes très très critique envers les États-Unis, envers l'Europe. Est-ce que vous êtes capable d'émettre une critique assez acerbe, assez dure envers la Russie ? Parce que j'entends certains de vos arguments, mais je ne vous ai pas trouvé très équilibré dans votre discours. Et si j'entends, on est coupable de tout, on a provoqué la Russie, etc. etc. Est-ce qu'on peut avoir une seule critique ? J'entends bien qu'on ne sommes pas tout blancs dans cette histoire, loin de là. Mais est-ce que vous êtes en capacité d'émettre une vraie critique ? Bien sûr, mais je vais vous en faire plusieurs, si vous voulez. S'il vous plaît. Mais je tiens pour équilibrer un petit peu le schéma global. Préciser. Je tiens quand même à vous préciser, avant de dire aussi une critique
des Russes, et on terminera sur la critique russe, si vous voulez, c'est que si je suis critique, c'est parce que, personnellement, notre amie, la présidente l'a dit, moi j'ai fait mes études à Stanford aux États-Unis, donc j'ai plein d'amis américains. J'ai travaillé avec les Américains, quand je suis dans le renseignement, c'est clair, je travaille avec les Américains. Donc je les connais très bien, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et je suis désespéré de voir, ce qui me désespère, c'est quand je vois un pays qui a la puissance des États-Unis, le potentiel encore existant aujourd'hui des États-Unis, de voir qu'il gâche cette puissance par une série de réflexions qui ne sont pas suffisamment poussées. Vous m'auriez vu à l'époque de la révolution arabe, du printemps arabe, vous m'auriez entendu critiquer la technique qui avait été faite pour mettre les frères musulmans dans les pays arabes en pensant que ça serait utile parce que ça nous évitait Daesh. Ouais, les frères musulmans, ça évite pas Daesh, c'est pas terrible non plus. Hein. Bon. Et pourtant, convaincu que la stratégie des frères musulmans était la bonne, on a essayé de déstabiliser tout le Moyen-Orient, hein, de la Turquie à la Tunisie. Donc vous voyez, vous m'auriez entendu à l'époque, j'aurais parlé de ça, j'aurais pas parlé de l'OTAN et de l'Ukraine, parce qu'à l'époque, c'était pas le problème. Hein. Qui aime bien, châtie bien, qu'on soit bien d'accord. Hein. Bon. Et de toute manière, moi, je préférais vivre aux États-Unis que vivre en Russie, et je connais bien la Russie, parce que je l'ai faite à une époque de la voie où pas beaucoup de Français y allaient, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors maintenant, sur la Russie, il y a des choses incroyables sur la Russie. Comment un pays comme la Russie, grand pays avec une grande armée, comment ils ont pu dire à Poutine, convaincre Poutine de lancer l'attaque maintenant, quand on était en période de dégel, et qu'en période de dégel, les chars ne peuvent pas sortir des routes. Et que s'ils restent uniquement sur les routes, on est sûr d'avoir des embuscades, on est sûr de les faire sauter. C'est évident. Bon. C'est énorme, si vous voulez. Comment des gens sensés ont pu donner ce conseil. Deuxième chose, les Russes sont convaincus, toujours, ça c'est vrai, qu'ils sont convaincus qu'ils sont formidables. Mais même dans les pays, et là c'est la grande surprise de cette guerre, et dans un sens c'est réconfortant, c'est que les Ukrainiens russophones ne sont pas contents de l'invasion. Là encore, erreur stratégique, comment les services de renseignement russes, le FSB et les autres, surtout le SVR et les autres, comment ils n'ont pas vu qu'une invasion ne serait pas accueillie avec des petits drapeaux, hein, en disant vive la Russie, mais qu'au contraire, on allait les considérer, certes comme des grands frères, mais des envahisseurs. Ça fait déjà deux grosses erreurs. Hein. Bon. La troisième, c'est sur le plan, on parlait tout à l'heure de la corruption. Il est évident que Poutine a fait le vide après l'équipe Helsinki, où c'était une corruption avec des oligarques qui avaient pris le pouvoir au pistolet à la main. Hein. Bon, il a remplacé ça par une autre série d'oligarques qui sont ses obligés et qui sont tous des services parce qu'ils considéraient que, étant des services, ils étaient plus fiables et ils les contrôlaient mieux. Hein, c'était ça l'idée. Bon. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui? On s'aperçoit que c'est devenu, justement à cause de ça, un système totalement monolithique dans lequel Poutine s'exprime et les autres, ils ont tous la trouille. Et les oligarques, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner le maximum d'argent, hein, dans le poste où ils ont, et ils ne vont donc pas contredire Poutine. Donc, Poutine, tout comme un grand, a construit progressivement un système qui lui obéit, mais qui lui obéit jusqu'à l'imbécilité, si vous voulez. Et on le voit aujourd'hui. Donc, quand moi je dis Poutine a fait une erreur stratégique majeure en Ukraine, c'est que si effectivement il avait eu un système autour de lui, c'est-à-dire des généraux qui pensaient un petit peu plus, s'il avait eu des oligarques qui l'écoutaient un peu plus, jamais il ne se serait lancé dans cette opération-là. Parce que, quoi qu'il fasse maintenant, hein, sur le plan de la guerre, il l'a perdu. Il n'a pas pu, il n'atteindra pas les objectifs, on le saura plus tard, les vrais objectifs fixés. Il va nous dire, mais non, il fallait qu'on défende le Donbass, bien sûr, mais
C'est pas ça qu'il avait comme vision. C'était le Dniepr. Hein. Bon, or, il ne va pas y arriver. Maintenant, c'est très clair. Il ne peut pas y arriver. Donc, on voit bien que la guerre, il ne l'a pas réussi. Et pire encore, si on ne trouve pas un terrain d'entente dans la négociation entre les deux parties et l'Amérique, nous sommes complètement, les Français et les Allemands, on n'est pas dans la négociation. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, on n'existe pas. Hein. Vous savez que les médiateurs, c'est les Israéliens et les Turcs. Hein, c'est Erdogan qui est le grand, qui, entre parenthèses, fait un super coup pour lui, parce que lui, dans son pays, il dit, voyez, c'est grâce à moi que la paix va arriver en Ukraine. Bon. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Si vous voulez, quand on est dans cette situation-là, la guerre, si on n'arrive pas à trouver, les négociateurs n'arrivent pas à trouver véritablement un terrain d'entente qui arrête réellement avec des gens qui vont contrôler, parce qu'il faudra des gens qui mettent, un peu comme on a connu au Liban, hein, il faudra mettre des forces de l'ONU ou de ce que vous voudrez, qui soient au milieu pour contrôler qu'il n'y a pas de bataille entre les deux. Donc, de toute manière, où ils n'y arrivent pas, c'est l'Afghanistan. Ils vont perdre, comme ils ont perdu en Afghanistan et comme... où on y arrive, mais s'ils ont une frontière, si vous voulez, sur le Donbass, avec des gens qui viennent d'autres pays et qui assurent la sécurité, le moins qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas une réussite. Hein. Par contre... Et là, vous voyez, donc je ne rate pas les Russes non plus. Hein. Puis je pourrais vous en dire beaucoup sur les Russes. Seulement les Russes, si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde parle des Russes, personne ne parle du reste. C'est ça qui me gêne. Donc là, on a l'occasion. Donc je vous donne d'autres informations complémentaires. Bon, ceci étant, sur le futur, c'est pas ça qui est le plus... Je dirais, on a parlé toute la soirée de la guerre en Ukraine. Dans le fond, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est en train de se passer suite aux sanctions. À savoir que l'Amérique et l'Europe ne sont plus obéis par le reste des pays du monde, que les autres pays sont en train de trouver des systèmes pour contourner les lois extraterritoriales et autres, et la primauté du dollar. Et là, je pense que ça, c'est les ferments d'une mutation profonde du monde dans son ensemble. Donc, si vous voulez, là, on sort complètement des limites de l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, c'est conjoncturel. Dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, ce sera fini. Hein, une fois qu'ils auront négocié, ça va s'arrêter. Bon, ce qui n'est pas ça qu'il faut voir, c'est les conséquences. Et sur les conséquences, là, j'avoue que moi, je suis très inquiet parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter. Voilà. Voilà, et on va s'arrêter là en vous remerciant les uns et les autres. Donc un grand merci à M. Alain Juillet, et puis l'Institut franco-américain demeure l'Institut franco-américain. Voilà, merci à tous.